Économie de Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, la condamnation en appel hier de la compagnie Ryanair pour travail dissimulé. Plus de 8 millions d'euros de dommages et intérêts pour dumping social. Droit français contre droit irlandais. Derrière Ryanair, c'est la problématique du low cost qui ressurgit. José Rocamora, délégué CGT, sera avec nous dans un instant. Et puis oubliez les immenses réserves de pétrole, l'Arabie Saoudite veut aussi devenir le pays de l'énergie solaire. Et ce n'est pas uniquement pour des considérations écologiques. Préserver ses capacités de production d'or noir, c'est aussi l'objectif de Riyad. Les détails et l'analyse dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Petit tour du monde avant tout cela de l'actu économique avec ce correctif d'abord de la Banque mondiale. Hier, elle a publié une version remaniée de son classement, vous le voyez sur l'environnement des affaires. Pas de changement en tête de ce classement, c'est Singapour qui occupe la première place devant la Nouvelle-Zélande et Hong Kong. Les États-Unis sont 7e, moins de places. La France 31e, 40e place pour Israël. Il s'agit d'une étude des conditions qui s'appliquent à la création d'entreprises dans 189 pays. Accès au crédit, à l'électricité ou même niveau d'imposition. Doing Business 2015 avait fait l'objet de nombreuses critiques en première version. Sa méthode est critiquée par la Chine notamment, la Chine 90e de ce palmarès. Et elle pointe à la 5e place de ce classement, vous l'avez vu peut-être, la Corée du Sud, discrète mais tout de même 13e économie mondiale avec des poids lourds, Hyundai, Samsung. Séoul s'estime toujours en crise, faible croissance, sous les 3%, inflation basse et puis vieillissement de la population. Le risque d'une récession à long terme est réel d'après la chef de l'État Park Geun-hye. La présidente a appelé ce matin le Parlement à adopter les mesures nécessaires pour relancer l'économie. Le projet de budget pour l'an prochain en est en hausse de près de 6% à 360 milliards de dollars. Nous sommes à la croisée des chemins, entre réaliser un autre bond en avant ou bien la stagnation. C'est une occasion en or pour reconstruire l'économie. Nous devons viser une croissance plus équilibrée entre l'activité domestique et les exportations, entre les industries manufacturières et les services, pour une croissance soutenue de l'économie. Au Brésil, à peine le temps de savourer sa réélection, Dilma Rousseff s'attelle au plus dur, relancer la 7e économie mondiale. L'agence Moody's a suspendu sa décision de dégrader la note souveraine de Brasilia. Elle attend en revanche des changements importants et notamment plus de rigueur côté budget. Malgré une situation de quasi plein emploi, le Brésil fait face, on le rappelle, à une inflation galopante et surtout une croissance en chute libre, 2,3% l'an dernier. Le Brésil traverse une situation difficile, mais nous pouvons la surmonter si nous nous rassemblons dans le but de renouer avec la croissance économique. Toutes les agences de notation ont mis de côté ce déclassement potentiel de 2014 pour 2015. Je pense que nous sommes en position de récupérer. 52 ans qu'il est en vigueur, mais jusqu'à quand? C'était la 23e fois hier que l'Assemblée générale des Nations Unies votait la condamnation de l'embargo économique américain contre Cuba. 188 pays sur 193 ont adopté une résolution non contraignante appelant à la levée de ce blocus qui aurait coûté à Cuba, d'après la Havane, 75 milliards de dollars. Aujourd'hui, il me semble que les États-Unis ont plus à perdre de l'embargo que Cuba. Je pense que Cuba arrive au moment opportun pour accueillir de nouveaux investisseurs et de nouvelles méthodes de production. Je pense que pour les États-Unis, ce serait le bon moment de prendre part à cela. Et je crois savoir que là-bas, un certain nombre de secteurs demandent déjà la fin de cet embargo. Voilà, concernant les États-Unis, moment fort ce soir à Washington avec l'issue de la réunion très attendue de la Fed qui devrait marquer la fin du programme de rachat d'actifs. Ces mesures de soutien monétaire exceptionnelles qui ont dopé le crédit aux États-Unis. Tous les indicateurs ou presque sont encourageants, à commencer par la croissance au-dessus des 2%. Les conséquences de cet arrêt de la planche à billets seront sans doute mondiales, même si les taux directeurs resteront encore un temps proches de zéro. Et puis 6 000 shekels par mois, 1 600 $, c'est le salaire médian en Israël. 50% des salariés sont au-dessus, l'autre moitié en dessous. C'est le chiffre qui ressort d'une étude de la sécurité sociale publiée hier à Jérusalem. Le salaire moyen atteint, lui, 2 540 $, en hausse de 1,6% sur un an, même si les écarts de salaire restent élevés. Jusqu'où peut aller le low cost? C'est la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a répondu en partie à cette question. Elle a confirmé hier la condamnation de la compagnie irlandaise Ryanair pour travail dissimulé. 127 personnes avaient été embauchées sous contrat irlandais alors qu'elles travaillaient à l'aéroport de Marseille. Et il s'agissait bien sûr d'éviter le paiement de cotisations sociales bien plus lourdes dans l'Hexagone. Les détails avec Anthony Lesme.
Ryanair n'a pu que retarder l'échéance. Déjà condamnée en 2013, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les accusations de travail dissimulé sur l'aéroport de Marseille-Marignane. C'était le droit irlandais qui régissait les 127 employés sudistes. Un droit où les charges sociales sont 20 à 30% moins élevées qu'en France. Des économies pour Ryanair, une escroquerie selon les employés. Il y a des règles, notamment la règle qui impose à tout opérateur économique d'appliquer la législation du pays où l'entreprise est établie. Donc la controverse juridique, c'est y a-t-il un établissement Ryanair en France? La réponse est pour nous oui. La justice française a tranché. Elle a estimé que le champion du ciel européen, 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, assurait une activité constante avec un personnel résident à proximité et que donc il dépendait du droit social français. Ryanair devra ainsi payer 200 000 euros d'amende et 8,1 millions d'euros de dommages et intérêts aux organismes sociaux, aux syndicats professionnels et à 4 anciens pilotes. Nous, en tant que navigants basés en France, comme tous les autres navigants des autres compagnies, nous réclamons le droit à un contrat de travail de droit français, c'est-à-dire accès à la retraite complémentaire et tous les avantages sociaux qu'ont les travailleurs salariés en France. Coupable de dumping social, Ryanair peut encore se pourvoir en cassation. Reste que le fleuron irlandais confirme son image sulfureuse d'une compagnie agressive. Poursuivi pour concurrence déloyale dans plusieurs pays européens, Ryanair engrange des aides publiques pour son installation dans des petits aéroports. Des subventions déguisées selon plusieurs compagnies. La Cour des comptes en France a dévoilé que de l'argent public se retrouvait sur les comptes de Ryanair, des comptes offshore situés sur l'île de Man et de Jersey. Des centaines de millions d'euros dont on perd toute traçabilité. Des enquêtes à Bruxelles sont toujours en cours. Ouais, c'est bien sûr du côté de Bruxelles que se tournent les regards pour lutter contre la concurrence déloyale. En ligne avec nous depuis Marseille, José Rocamora, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes délégué CGT aux questions low cost. D'abord, votre avis sur cette condamnation de Ryanair, Pas de surprise, l'activité en France est régie par le droit français, tout simplement. Oui, il n'y a aucune surprise, d'autant plus qu'au mois de mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait confirmé la condamnation de EasyJet, société de droit anglais, et la société Vueling de droit espagnol, pour sensiblement les mêmes motifs, le travail illégal, ce qu'on appelle communément le dumping social. Donc il n'y a pas de surprise dans ce jugement. Donc c'est un problème qui concerne aussi d'autres zones géographiques, pas seulement la France avec son système social soi-disant trop avantageux pour les salariés. Ah non, bien entendu. Ce qu'il faut retenir quand même, et ça c'est à mon avis très important, c'est que les juges français se sont appuyés sur la transcription en droit français du droit européen. C'est-à-dire que si demain, en Espagne ou en Italie, il y avait la même démarche, on devrait aboutir au même résultat. Ouais. Parce que contrairement à ce que dit l'autre, là, le patron d'O'Leary, ce n'est pas des juges français qui sont complètement fous. Ces juges ont condamné Ryanair sur la base du droit européen. Ça, c'est tout à fait important de le souligner. Alors, le dumping social, c'est dans la logique même du low cost, un low cost qui s'est imposé tout de même, parce qu'il répond justement aux besoins des consommateurs les moins aisés. C'est difficilement évitable dans le contexte européen, d'après vous. Vous voyez des issues? Non. Alors, de toute façon, il faut quand même arrêter avec, je dirais, la propagande pro-low cost que les économistes libéraux et que la plupart des hommes politiques européens promouvent. C'est-à-dire que nous avons des chiffres et des statistiques, parce qu'il ne suffit pas que O'Leary arrive dans un endroit et dise « moi je crée 1000 emplois ou 2000 emplois », encore faut-il le prouver. Nous avons par exemple l'équivalent de la Cour des comptes en Espagne, qui s'appelle la Commission nationale des compétences, et qui en 2011 a étudié l'impact des subventions données aux compagnies low cost. Et elle a conclu que ces subventions n'avaient pas généré un trafic supplémentaire, mais avaient simplement permis de transférer des passagers des compagnies traditionnelles vers les compagnies low cost. Voilà. Quand on sait que EasyJet et Ryanair, les deux principales compagnies low cost en Europe,
transporte un peu plus de 50 millions de passagers, on aura du mal à nous faire croire que ces 50 millions de passagers prennent l'avion parce qu'il y a des bas coûts. Non, c'est un transfert essentiellement des compagnies traditionnelles vers le cost grâce à ces subventions. Ouais. Et vous espérez une harmonisation européenne au niveau du droit du travail? Ce serait une solution d'après vous? Ah oui, mais alors là, malheureusement, je crois plus au Père Noël qu'à ça, parce que l'Europe est complètement phagocytée par le lobbying des compagnies low cost, par le lobbying des aéroports. Je vous donne un exemple. Là, ils viennent de pondre un règlement où ils disent que, alors qu'ils n'ont pas appliqué le règlement de 2005, mais là, ils viennent d'en sortir un en disant que maintenant les subventions seront autorisées pour les aéroports qui vont transporter moins de 700 000 passagers, mais ils donnent aux compagnies 10 ans pour se conformer à la règle. Donc 10 ans dans le transport aérien, c'est énorme. Ça veut dire que l'Europe va permettre aux compagnies low cost de continuer à piller les subventions pendant des années et à détruire les emplois et à détruire les compagnies traditionnelles. Merci beaucoup José Rocamora d'avoir répondu à nos questions. Merci, bonne journée. Allez, second dossier, en Arabie Saoudite, il y a du pétrole, ça on le sait, mais aussi du soleil, et ça on y pense moins. Riyad entend mettre à profit les vastes étendues de désert pour accélérer sa production d'énergie solaire. Plus de 100 milliards de dollars d'investissement sont prévus sur les 20 prochaines années. Outre les aspects écologiques, il s'agit surtout de préserver les exportations d'or noir du pays face à une demande locale toujours plus forte. Éric Berdugo. L'Arabie Saoudite ne comptera bientôt plus uniquement sur le pétrole. Le premier pays exportateur d'or noir de l'OPEP se penche sur l'énergie solaire. C'est le vœu des intervenants de la conférence Arabie solaire qui se tenait du 27 au 28 octobre dernier. L'énergie solaire est un devoir et non pas un choix. Notre compagnie d'électricité a cette année une charge de 57 gigawatts. Il est prévu de l'augmenter à environ 120 en 2032. Il y a donc une préoccupation d'autres organismes gouvernementaux. S'informer, acheter, vendre, des connaisseurs affirmés aux novices, la conférence permettait d'avoir un point de vue plus large sur le futur du pays. Le gouvernement avait affirmé en 2012 qu'il investirait 109 milliards de dollars dans l'énergie solaire sur une période de 20 ans. Cela en tenant compte des besoins du marché. Spécifiquement pour le marché saoudien, nous nous concentrons pour fournir des solutions sur les toits d'immeubles plats, vu qu'ils sont très répandus dans cette zone. Nous avons aussi essayé de fournir des solutions plus importantes pour les montures du sol, car nous savons qu'il y a un potentiel énorme sur ce marché. S'adapter aux conditions particulières locales, c'est aussi le credo des compagnies présentes sur place. Dans les projets d'énergie solaire, et en particulier pour les grands, il est très difficile de trouver les problèmes quand il y en a. Pour cette raison, nous fabriquons des produits robustes et fiables pour lesquels il est aisé de trouver d'où viennent les éventuels problèmes qui apparaissent dans l'environnement désertique de l'Arabie Saoudite. Le plus grand producteur de pétrole au monde prévoit de générer un tiers de son électricité grâce à son énergie solaire d'ici 2032. Un investissement qui permettra de compenser la consommation nationale de pétrole estimée à plus de 100 milliards de dollars par an. Et on retrouve en ligne avec nous à Tel Aviv Thibaut de la Baronnière, analyste économique. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Alors on peut se poser la question, pourquoi l'Arabie Saoudite, le pays de l'énergie, du pétrole, se tourne aujourd'hui vers cette option solaire? C'est une vraie nécessité d'après vous? Alors une nécessité non, mais la décision d'un investisseur avisé, très certainement. D'abord, la réduction de la dépendance de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du pétrole, c'est une tendance de long terme qu'on a déjà commencé à observer. Le pétrole, c'est l'activité dominante du pays, 75% des recettes de l'État, 90% des recettes d'exportation. Le pétrole, c'est un marché mondial qui est source de recettes pour le pays, alors que l'énergie solaire ne peut pas être exportée et aurait surtout vocation à adresser la demande locale. Et c'est là où il y a une perte d'opportunité pour l'Arabie Saoudite en ce moment, dans la mesure où près d'un quart de la production saoudienne de pétrole est consommée localement et donc vendu moins cher que sur les marchés internationaux. Donc c'est vraiment une question économique. Il faut préserver cette production et ces exportations qui pèsent beaucoup sur ce PIB saoudien. Tout à fait, parce que le pétrole, certes, pollue, mais c'est une matière première qui est indispensable encore dans le monde moderne et son prix ayant sensiblement baissé récemment, l'Arabie Saoudite a besoin d'en exporter plus pour maintenir les mêmes recettes d'exportation et le pays sait en même temps qu'il ne peut pas se reposer dessus indéfiniment. Ouais. Et on peut du coup s'attendre, d'après vous, enfin à un réel essor de cette énergie solaire partout dans le monde. Est-ce que c'est le moment, d'après vous, maintenant ? Alors le moment maintenant,
c'est relatif, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le solaire, c'est une technologie très jeune. 98% des panneaux solaires en activité actuellement ont été installés ces 10 dernières années. Le taux de croissance du solaire en 2013 a été record dans le monde. Et le principal mouvement psychologique qu'on a pu observer, c'est que la Chine, le Japon et les États-Unis sont devenus les 3 plus gros installateurs de panneaux solaires dans le monde, alors qu'ils étaient souvent connus avant comme étant les plus gros pollueurs. Et le signe des temps aussi, c'est qu'en Europe et aux États-Unis, on note une augmentation des litiges des compagnies d'électricité liées à la production d'électricité par des acteurs tiers, comme les entreprises et les particuliers, car les compagnies d'électricité ont peur de perdre une partie de leur base de clients. Merci Thibaut de la Baronnière pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment le salon Transtech à Tel Aviv, la coopération technologique entre Israël et l'Europe. Restez avec nous, l'information continue.